c'est que là, c'est une capture de ce qui est déjà écrit, alors que l'AI Overview, elle va juste prendre plein de sites et les résumer. Merci. Merci beaucoup. Elle va juste prendre plein de sites et les résumer dans une seule réponse. Et on va expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais en gros, vous l'avez déjà peut-être vu des positions 0, mais pas encore des AI Overview en France. Et vous avez peut-être suivi en mai 2025, donc il y a un mois et demi, il y a un nouveau terme qui est apparu qui est l'AI Mode. L'AI Mode, c'est un nouveau concept. C'est en fait l'idée de générer un site web à chaque recherche que vous faites. Donc, si vous recherchez, je cherche un pantalon, ça va aller chercher sur les sites ou des chaussures. Je vais chercher sur le site d'Adidas, de Nike, et je vais créer un site web qui est développé, qui est généré par l'IA, exprès pour répondre à votre requête par rapport à vos préférences, etc. Donc si on prend un exemple ici, si je demande « crée-moi des repas pour les 3 prochains jours », en fait l'AI Mode va juste créer des petites cartouches, des carousels, etc. et vous faire un site web 100% généré. Donc il n'y aurait plus un site web sur lequel tout le monde irait, pour le même site web, mais chaque recherche de chaque individu générerait un site web 100% personnalisé qui répond à la demande. Donc si je demande quelle chose faire en Égypte en 10 jours cet été, entre telle date et telle date, ça va me générer un site web qui correspond pour répondre à toute ma recherche. Et donc si on résume, pour vous différencier bien les 3 points, les SERP, c'est des résultats avec des liens bleus, les AI Overview, c'est des textes, des modules qui sont juste générés par IA, uniquement du texte, et les AI Mode, c'est des pages d'applications web 100% personnalisées qui sont générées à la volée, et donc demain, on pourrait imaginer des sites web générés à la volée pour chaque recherche. Il y a beaucoup de gens qui opposent les chatbots et les search engines. Search engine, c'est generative engine. C'est moteur de recherche, pardon. Et si vous fusionnez les chatbots et les search engines, ça donne ce qu'on appelle les generative engines. Le generative engine, c'est tout simplement ce qu'on vient de voir avec les AI Mode. C'est un moteur de recherche qui inclut un peu un chatbot, puisqu'on peut un peu discuter avec. Et donc, opposer Google avec ChatGPT, ça marche aujourd'hui, mais demain, les deux vont fusionner. On va juste avoir une sorte d'agent IA avec lesquels on discute. Et pour en gros, transformer un peu tout le lexique qui est adossé à ces pratiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler du SEO. Donc le SEO, c'est comment je fais remonter mon lien bleu le plus haut possible. Le GEO, c'est comment je fais en sorte que le contenu que je produis soit réutilisé par l'agent IA utilisé par mes clients. Donc, si je prends un exemple avec partout, le Search Engine Optimization, SEO, c'est faire en sorte que mon site remonte en premier sur certaines requêtes, alors que le GEO pour Generative Engine Optimization, c'est quand je tape qu'est-ce que partout, ça remonte les bonnes informations, celles que j'attends, mais ça peut être aussi sur plein d'autres types de recherche. Par exemple, si moi je tape quelle est la meilleure marque de jus d'orange, ça va, pour moi, ils vont me proposer Innocent, Andros et Pressade. Donc ça, c'est du GEO. Donc on peut dire que Innocent a bien fait son travail de remonter en premier. Et c'est tout un écosystème qui arrive aux États-Unis, qui est le geo-tracking, qui consiste non plus à suivre votre positionnement des liens bleus, mais de suivre quelle est la présence de votre marque et l'image de votre marque par les IA, qui peuvent être Gemini, qui peuvent être DeepSeek, Mistral, Copilot et tous les autres. Et donc il y a plein de boîtes qui existent, et comme nous en France, on n'a pas de AI Overview et encore moins d'AI Mode, on est un peu en retard, mais il y a énormément de boîtes qui sont en train d'arriver, et notamment toutes les anciennes boîtes qui faisaient du SEO, elles font du GEO, et donc ça c'est une présentation type de SEMrush. Vous avez aussi Href et plein de boîtes qui en gros commencent à développer des interfaces pour essayer de comprendre ce que pensent les IA. Et finalement ce que pensent les IA, ça va influencer ce que nous on pense, puisqu'on va lui poser des questions toute la journée. Et donc c'est hyper important pour les marques de comprendre quelle est leur perception par les intelligences artificielles. Ça c'est pour donner un peu globalement l'état du marché. On va rentrer un peu plus dans pourquoi on dit que c'est la fin des sites web. Et donc on va parler du web agentique. Le premier truc que vous pouvez faire, c'est écouter quelques podcasts qui sont plutôt cool à écouter. Il y a Sundar Pichai, qui est le CEO de Google, qui a fait un podcast d'1 heure pour expliquer un peu l'avenir de Google et du search le lendemain de Google I.O. Et vous avez aussi le podcast Silicon Carnet qui était pas mal sur la question pourquoi l'IA est en train de tuer Google. Pour faire simple, donc vous connaissez peut-être le CEO de Google DeepMind qui est pressenti pour être potentiellement le CEO de Google à long terme, mais à Google I.O. il a dit un truc qui a un peu choqué, c'est un web pensé pour les agents n'a plus besoin de pages web.
Et ça fait penser à pas mal de choses, puisque aujourd'hui, quand on imagine Internet, on imagine des interfaces web. Et cette phrase, elle a mené à un concept, notamment qui est sous-jacent, qui est le web agentique. C'est un web qui n'est pas pensé pour les utilisateurs comme vous et moi, mais qui est pensé pour les agents. Et donc tout le web serait accessible pour des agents, mais ça ne serait pas des interfaces web HTML comme on a l'habitude d'utiliser en tant qu'utilisateur, mais juste peut-être des feeds API ou des bases de données uniquement. Et pour répondre à cette phrase, le CEO de Google le lendemain a dit « Le web est une série de bases de données sur lesquelles on a construit une interface d'accès ». Et donc ça, vous pourrez potentiellement dire que les sites web seront réduits à une base de données. Si je fais un petit schéma, en gros, vous avez un internaute qui va dans un moteur de recherche, Google, Yahoo, Bing, et qui est en fait une gateway ou un portail vers des interfaces utilisateurs qui sont sur des bases de données. Et là, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. On va être envoyé vers le site de Castorama, le site de partout, etc. Et ces interfaces, elles vont consommer de la donnée qui est stockée sur Internet. Mais demain, l'interface, elle va bouger. C'est déjà le cas avec AI Mode, c'est déjà le cas avec ChatGPT. L'interface, elle va être entre l'internaute et l'agent IA. Et donc, le rôle d'interface qu'avaient les sites web n'a plus de sens, n'a plus d'utilité. Et en fait, les interfaces, ça va être Google, OpenAI, Perplexity, Copilot, etc. Et ça pose pas mal de questions, notamment quel va être le modèle financier des médias. Cette presse devait faire 170 slides, et vous n'avez le droit qu'à 60 slides. Mais il y a plein de sujets qu'on regarde chez partout pour essayer de se poser des questions. Quel est l'avenir du web? Et la première question qu'on s'est posée, c'est les Generative Engines, donc la fusion entre les Search Engines et les chatbots, AI, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme données et comment on pourrait catégoriser ces données. En gros, après pas mal de réflexions et d'études et de podcasts, on pourrait dire qu'il y a 4 types de données sur lesquelles Google, OpenAI et Perplexity vont aller taper. Vous avez toute la donnée publisher. Donc un publisher, ça va être Le Monde, ça va être Le Figaro, et ça va être aussi Allociné ou Spotify. Donc c'est des gens qui vont faire payer leurs données pour que Google puisse l'utiliser, mais aussi ChatGPT et les autres. Vous avez les données propriétaires. Par exemple, Google Maps, Google Shopping, toutes ces bases de données qui ont été utilisées, créées par les moteurs de recherche eux-mêmes. Et donc ces bases de données, bien sûr, si moi je suis Google, je ne vais pas laisser ChatGPT accéder à Google Maps parce que c'est ma base de données propriétaire. Vous avez des sites web, et là il y a tout un champ d'expertise autour de notamment schema.org, des métadonnées, qui permet plus facilement aux IA de lire les sites web sans forcément avoir besoin du X ou du Y. En fait, le site web n'est plus qu'une base de données, donc là, il faut juste dire avec des métadonnées, ceci est la photo de mon logo, ceci est une description, etc. Donc en fait, il faut juste imaginer quelqu'un d'aveugle et qui sait juste lire des textes, et c'est comme ça qu'on aura peut-être des sites web. Et la dernière partie qui est aussi très importante, c'est les UGC. UGC, c'est User Generated Content, c'est Reddit, c'est les avis, c'est les forums, etc. Là, il y avait toute une section un peu longue sur comment être présent sur ces différentes bases de données, mais on n'avait pas forcément le temps de tout regarder. Mais par contre, il y a une question que beaucoup se posent, c'est comment une IA répond à une question basique en utilisant toutes ces sources. En fait, il y a un concept, quand vous faites une requête utilisateur sur ChatGPT ou sur Google, qui s'appelle le fan-out. Le fan-out, en gros, c'est de reformuler une question qui est posée à Google ou à ChatGPT ou à Perplexity pour élargir le champ sémantique. Et donc, chaque fois que vous faites une requête sur ChatGPT, la requête est reformulée entre 2 et 6 fois pour élargir. Donc, prenons un exemple. Vous tapez restaurant à Paris, et bien en fait, ChatGPT va juste dire je vais chercher meilleur restaurant à Paris, ou manger à Paris, restaurant recommandé à Paris, suggestion par quartier, restaurant. On pourrait dire un peu c'est de la parallélisation, si on prend un multi-agent system, mais l'idée c'est qu'à chaque fois, ça va les taper dans des bases expertes, donc ça peut être du Wikipédia, des annuaires, des blogs, des sites web, et chacune de ces reformulations va donner lieu à un résultat. Ce résultat va être agrégé, donc on va dédupliquer, on va re-ranker, on va transformer ça en une réponse unique, qui va être un feed par exemple des 10 meilleurs restos, et enfin, je vais utiliser de l'IA pour juste reprendre cette donnée brute et la transformer en une réponse textuelle. Concrètement, tout ça, c'est du RAG, et chaque requête, elle va être embeddée en un vecteur qui va être balancé sur des sources, et donc vous avez forcément toute la partie RAG avec des chunks, et on regarde chaque vecteur
Donc c'est tous les sujets autour de ça. Moi j'avais beaucoup regardé tous les sujets d'embedding et de RAG agentique, et j'ai fait 6 heures de formation sur tous ces sujets. Donc si ça intéresse des personnes, vous aurez du mal à la trouver sur YouTube en tapant juste IA Academy, mais en cherchant bien ou en regardant sur Tribes, qui est un média qu'on a lancé, TRIBES ou Follow Tribes, vous trouverez les formations. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur tout ce que je viens de montrer, je vous ai mis aussi le webinaire qui aura lieu le 26 juin 2025. Il me reste 6 minutes pour faire pas mal de slides. Je vais juste parler d'un truc qui moi m'a un peu bluffé, c'est le commerce agentique. Donc vous avez compris, on passe du SEO au GEO. Le web agentique, c'est des agents qui vont sur les sites web. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les agents vont faire des achats pour nous? Et le commerce agentique, c'est ça. C'est l'agent IA va pas juste aller choper l'information, il va aussi faire des achats pour moi. Et en fait, si on reprend du recul, toutes les recherches qu'on fait sur Internet, elles sont de deux types. Soit elles sont informationnelles, combien de temps cuire un œuf, qui est sans doute la recherche que je fais le plus sur ChatGPT, ou quand est mort Charlemagne, qu'est-ce qu'une voiture hybride. Et de l'autre côté, vous avez des recherches transactionnelles, comme souscrire à une assurance vie, acheter un iPhone 16 ou commander une poussette yo-yo. L'enjeu, d'un point de vue business, c'est que ChatGPT essaie de récupérer les requêtes transactionnelles, parce que sur les requêtes transactionnelles, vous avez de l'AD, vous avez vous avez tout le business. Et le commerce agentique, c'est de se dire que demain, ChatGPT va pouvoir acheter des choses pour nous. Et pas que ChatGPT, en fait, tous ceux qui ont des bases de données et qui peuvent faire des opérations. En avril 2025, il y a un truc qui était assez bluffant, qui est apparu, c'est le Buy for Me. Le Buy for Me, sur Amazon, c'est concrètement, vous allez sur Amazon, vous cherchez un legging, et il n'est pas dispo sur Amazon, mais il est dispo sur un autre site, qui peut être Sephora, enfin je sais pas où on achète des leggings, mais sur n'importe quel type de site. Et Amazon va vous le montrer, et va vous permettre de l'acheter, sans qu'il soit référencé sur Amazon. Et quand vous allez l'acheter, en fait, ça va l'acheter sur le site e-commerce sur lequel il l'a repéré. Donc en fait, ça étend le potentiel de Amazon, puisqu'il peut acheter sur n'importe quelle autre plateforme les produits que vous voulez. Et donc en fait, ça veut dire que potentiellement, toutes les plateformes sont remises en cause de e-commerce, et que le e-commerce va être complètement transformé. Là, je me suis dit, Amazon a gagné. Mais, en mai 2025, Google a lancé aussi le Buy for Me, avec le Virtual Try-On, qui est en gros l'IA qui vous permet d'essayer des fringues. Et là, c'est encore plus intéressant, c'est que vous voyez un produit, par exemple, imaginons, vous passez, je prends en photo votre t-shirt, là je demande à Google, j'ai fait une recherche, c'est quoi ce t-shirt? Achète-le-moi, et je le veux pour 15 €. Et potentiellement, là je vais ce qu'on appelle place an order, et dès que le produit sera quelque part sur Internet, à 15 €, eh ben, je vais avoir une notif, et je vais dire achète. Et comme Google est déjà connecté à mes informations de paiement, à mon adresse, à toutes mes informations personnelles, eh ben, je le recevrai livré chez moi, et Google l'aura peut-être acheté sur ManoMano, sur n'importe quel autre site, parce que Google a accès à toutes les informations de ce type-là. Et là, je me suis dit, ils ont gagné. Mais en fait, tout le monde a lancé des solutions de Buy for Me. OpenAI s'est associé à Shopify, Perplexity a lancé Buy with Pro, Microsoft a lancé Copilot Merchant Program. Donc, entre avril et mai, tout le monde s'est dit, je vais faire les achats pour les gens. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la fin du e-commerce? Est-ce que c'est la fin des marketplaces? Question ouverte. Ensuite, ce changement, il ne touchera pas que le e-commerce, il va toucher aussi les Uber, Booking, tout. Et il y a un des trucs qui m'a bluffé, c'est chez Partout, nous on gère les fiches Google Maps, notamment de beaucoup de clients, comme vous pouvez le voir à droite. Et en ce moment, Google est en train de nous demander de connecter les outils de réservation avec notre solution. Pour avoir, par exemple, pour un coiffeur, toutes les disponibilités de différents types de coupes, par exemple coupe homme, teinture, etc., et les horaires de disponibilité. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que demain, quand vous arriverez sur votre agent IA, vous allez juste dire « Je cherche un coiffeur à 14 h près de Guy Moquet pour une teinture ». Et plutôt qu'aller vous taper, aller chercher sur tous les sites, ça va aller faire un call API à tous les coiffeurs de la région, regarder les dispos et vous dire « Voilà, tu peux aller chez Franck Provost ». Et à ce moment-là, vous ne serez plus allé sur le site de Franck Provost, vous ne serez pas allé sur le site de Jean-Louis David, vous aurez juste pris le plus simple, qui est que l'IA va juste vous recommander en fait, le bon coiffeur proche de chez vous. Il me reste 2 minutes pour finir. Donc, sur le dernier point qui est encore plus intéressant et en même temps plus flippant, c'est le sujet de la personnalisation. En gros, les IA, elles connaissent tout des utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez la mémoire activée et que vous pouvez lui poser des questions à votre agent sur ChatGPT, par exemple. Il fait plein d'analyses, il connaît tout de votre vie, et donc c'est
assez pratique à certains égards, parce que si vous recevez des questions, vous pouvez répondre juste en demandant à l'IA, et comme elle connaît tout, elle vous répond. Mais ça va aussi avoir un impact sur Internet. Et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'est en train de faire Google, c'est de transformer chaque individu qui fait des recherches en un vecteur. Donc en gros, ils vont embedder vos préférences pour que dans la recherche, au lieu d'avoir uniquement l'embedding de la question, ils rajoutent l'embedding de toutes vos préférences pour que, en face, la proximité des choses qu'ils vont aller chercher soit juste parfaitement contextualisée avec des choses qui correspondent à votre âge, à vos précédentes requêtes, à la mémoire, où vous êtes, etc. Et là, je me suis dit, bon, c'est déjà un peu flippant qu'ils aient toute la mémoire, tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on leur a dit. Et puis, Perplexity, que je suis, il y a 5 mois, ils ont racheté une boîte qui s'appelle Carbon AI. Et là, j'ai regardé ce que faisait cette boîte, et en fait, ils développent un RAG avancé pour connecter Perplexity, en gros, à Dropbox, OneDrive, en gros, toutes vos données personnelles. Bon. Et donc, j'ai commencé à demander à ChatGPT pourquoi ils faisaient ça. Et en fait, ils expliquent très simplement que la recherche demain, ce ne sera pas juste une recherche web, ce sera une recherche universelle. C'est-à-dire que quand je taperai dans ma barre de recherche n'importe quoi, ça ira chercher dans mes mails, ça ira chercher sur le web, ça ira chercher dans les données de l'entreprise. Et c'est donc la fin de la division entre le web public et le web privé. Donc la recherche privée, c'est-à-dire n'importe quel type d'outil que j'aurais connecté à mon agent pourra être requêté. Et si on regarde les stratégies de Microsoft, de Google ou d'OpenAI, c'est juste de connecter un maximum de données personnelles, donc qui peuvent être mes Word, qui peuvent être mon mail, qui peuvent être Teams, qui peuvent être Bing, et de créer des écosystèmes pour que la recherche soit pleinement universelle, et donc s'affranchir de toute frontière entre privé et public, mais d'être parfaitement aligné avec ce que vous voulez. Voilà en 30 minutes pile. Désolé, c'était un peu speed. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas vus, mais je veux bien prendre des questions s'il y a des gens qui sont intéressés par tous ces sujets. Oui. Là, c'est fini. Il y avait des... En fait, j'ai speedé pour... Normalement, c'est 1h30, mais là, je l'ai fait en 1 demi-heure. Oui. Je vais prendre le micro pour la question. Comme vous voulez. J'aurais 2 questions. Une assez fermée et une deuxième un tout petit peu plus ouverte. C'est que je me dis quand même qu'avec les moteurs de recherche qui vont émerger par chatbot, on peut penser que finalement il n'y aura plus de web. Enfin, c'est le sujet de votre conférence que vous avez très bien établi d'ailleurs, donc je pense que vous maîtrisez très bien le sujet. Je pense qu'il n'y aura plus de moteurs de recherche pour trouver l'information. Concrètement, je ne pense pas que dans 10 ans, les développeurs ils vont, quand ils veulent connaître comment appeler une fonction d'après l'opération, ils ont plus Google, c'est déjà complètement fini, et je pense qu'il faut tirer la page. Par contre, je pense que concrètement, il y a encore du JavaScript, donc une page web très qui va exister, par exemple un jeu vidéo. On ne va pas demander à ChatGPT, fais-moi un jeu vidéo drôle en pixel art, en multijoueur pour jouer avec mes amis. Ouais, je pense que tout ce qui est jeu vidéo, ça va être... ça... Ouais. Voilà. Et ce qui m'amène donc à la deuxième question, c'est que aussi, il y a eu un débat, donc c'est un peu plus ouvert, là, ce que vous devez ouvrir. C'est un peu, c'est une partie démocratique, donc je vais faire attention à ce que je dis. On avait évoqué que les moteurs de recherche par chatbot, donc ils peuvent choisir ce qu'ils indexent. Concrètement, ça peut poser donc j'invite les gens à discuter avec moi en privé après, parce que le but c'est pas d'associer votre nom à mes idées politiques, voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est mes opinions, pas les vôtres, pas ceux de personne, c'est vraiment mes opinions à moi et personne d'autre. Je pense... On a eu la question. Filtre les opinions politiques plus efficacement que Google, parce que concrètement Google filtre les opinions politiques dans certains pays. Finalement, est-ce que les dissidents, il va les bloquer, il va pas laisser ces dissidents qu'il ne va pas bloquer par erreur grâce au GEO, et est-ce que ce serait la fin de liberté d'expression, ou au contraire, est-ce que ça ne voudrait pas dire que tout comme les dissidents qui pourraient être amalgamés, un site dissident, c'est pour le risque d'amalgamer un site web émergent de criminalité, est-ce que ça va... Ouais, alors je vais répondre à la question. Donc en gros, je pense qu'il y a plein de questions. Sur tes questions, il y a une question qui est la censure et une question qui est potentiellement les biais. Sur la question de la censure, je pense qu'on peut... Enfin, tu vois, la censure sur Internet, c'est juste en fait exactement la même chose parce que c'est la même base de données. Donc ce sujet-là, il n'est pas plus prégnant dans une IA
que dans le web de manière générale, puisque tout ce qui est censuré pour l'IA est censuré aussi sur le web. Par contre, la vraie question qui se pose, c'est les biais. Et sur la question des biais, en fait, et c'est toute la partie que j'ai sautée, notamment sur les sources d'informations et comment l'IA essaie de réfléchir pour pas être biaisé dans ses réponses. Tu as deux sources de données qui sont supposées non biaisées, qui sont la presse, qui est supposée non biaisée, et donc il y a beaucoup de gens qui disent que la presse est le nouveau SEO, c'est-à-dire que si tu veux passer des idées, il faut les passer dans la presse, sauf que l'IA est aussi en train de tuer la presse et qu'il y a une grosse bataille aux États-Unis entre Sundar Pichai et la responsable de la plus grosse association de presse, qui dit que c'est du vol, etc. Donc tu as un premier qui est la presse, et le deuxième qui explose, c'est les UGC, parce que les avis, les posts, Reddit, c'est supposé non biaisé aussi. Et donc, là, j'avais un exemple que j'avais mis, c'est si tu demandes à une IA quels sont les avantages et les inconvénients de l'iPhone 15, Google va pas aller sur le site d'Apple pour te répondre. Et donc là, elle va utiliser les avis de Google Shopping ou les avis de manière générale. Donc, en gros, on espère que la presse va rester plurielle, mais bon, comme elle a plus de revenus, je pense que ça va être un sujet étatique, et donc l'État va devoir mettre de l'argent pour avoir des avis non biaisés, et on imagine que tout ce qui est UGC va servir pour fider l'IA sur des opinions. Dans les deux cas, c'est pas très ragoûtant. D'ailleurs, je ne suis pas avec vous avec l'aspect réseau, le filtrage DNS des sites, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est une question très large et je ne veux pas empiéter sur votre temps de discussion. Dans ce cas, merci beaucoup et merci énormément. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on observe déjà une baisse des posts sur Reddit ou Stack Overflow aujourd'hui? Alors non, Reddit se porte très très bien et c'est juste une explosion des posts. Par contre, tu as un effet que certains appellent l'effet crocodile ou l'effet qu'on appelle de great decoupling. C'est tout le monde observe normalement une corrélation forte en ce qu'on appelle les impressions sur Internet et les clics. Et en fait, tout le monde voit que les impressions augmentent et les clics baissent. Donc, je pense que beaucoup de gens vont se dire « Mais merde, j'écris un article, par exemple partout, j'écris un article sur comment faire du référencement local, mais personne ne va sur mon site. Or, il y a beaucoup de gens qui ont fondé tout leur business sur un truc très simple, écrire comment choisir son matelas. Toi, tu cliques sur comment choisir son matelas, tu arrives sur le site du roi du matelas, et là, tu te prends des pop-up, des inscriptions, des pushs, du retail média. Mais ça, en fait, ça va disparaître, puisque tu n'iras pas sur cette interface, puisque tout va être pompé par les search engines. Donc, à un moment, tous ces gens qui produisent du contenu vont se dire « Mais pourquoi je produis du contenu si il ne me sert pas à attirer du trafic ?» Et donc là, tu as plusieurs modèles. Soit tu te dis que ChatGPT ou Google va payer des quelques centimes pour chaque requête, soit tu te dis que en fait, le contenu il va être juste sous forme de feed API. Et ça, c'est un autre truc autour du contenu que je trouve assez bluffant. C'est qu'en gros, ils sont en train d'imaginer, t'écris un article par exemple sur Partout. Donc j'écris tout un article qui raconte l'histoire de Partout et je le branche à des sources de données qui évoluent. Par exemple, le nombre d'employés ou nos produits. Et l'article se met à jour en temps réel pour feeder une IA. Donc en fait, tes articles demain seront peut-être des reflets de ta propre base de données en interne. Et ça, t'as Reuters qui bosse dessus et tout. Et donc je pense que le contenu va pas baisser, mais va changer de nature. Oui. Alors moi j'ai une autre question, je prolonge la question précédente. C'était sur, par exemple Grok. Grok a eu des gros problèmes. Et là, on voit que Grok est biaisé, il est extrêmement biaisé. Donc, comment on fait justement pour empêcher ce biais, parce que là on a accès à des bases qui sont... Par exemple, si on interroge par exemple sur la Terre est plate, comme il y a plus de réponses Terre est plate que Terre est ronde, et bien la réponse, on a plus de chances d'avoir une Terre est plate. En fait, je pense que tu as deux types de biais. Tu as des biais qui sont au niveau de l'entraînement. Oui. Et donc par reinforcement learning, tu peux essayer de contrer ces biais. Et donc tu as toute la partie en disant ça, t'as pas bien dit. Donc en gros, tu fais du renforcement, tu dis ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et là, tu vas essayer de transformer le cœur même du chatbot. Et donc là, tu peux lutter contre les biais. Par contre, si ton algo est basé sur des informations avec du RAG sur le web et que le web est biaisé, ton agence sera juste le reflet du web. Et donc, dire c'est un problème car l'agence sera biaisée revient à dire c'est un problème parce qu'il y a des biais sur Internet. Bah, en fait, c'est un peu le même problème et il y a beaucoup de gens qui se déchargent en disant bah, la réalité c'est que c'est juste un reflet. Le seul vrai problème qui à mon avis est sous-jacent, c'est que quand une IA te parle, tu ne sais pas qui est la source.
Alors que quand tu vas sur un journal de droite, de gauche ou un poste d'extrémiste, j'en sais rien, tu vas forcément associer une source et mettre un degré de fiabilité qui n'existera plus demain si les gens consomment de l'information. Et pour contrer ça, il y a des gens qui pensent que tu vas avoir ton agent IA et tu vas l'abonner à un feed au Monde ou à d'autres trucs, tu vois. Et donc en fait, les médias vont vivre, mais au lieu de toi souscrire au Monde, tu diras à ton agent, je veux que tu souscrives au feed du Monde, qui ne sera pas un site, qui sera juste un flux API pour nourrir ton agent d'informations actualisées, tu vois. Et dans ce cas, tu seras moins biaisé, puisque tu diras à ton agent, par contre, je veux que tu me répondes en utilisant les sources fiables dans lesquelles j'ai confiance. Oui. Juste une question, c'est est-ce qu'il y a déjà des guidelines sur comment réaliser un site qui soit bien indexé par des moteurs de recherche? Beaucoup. Et peut-être une conséquence, c'est peut-être pas la fin du web, mais c'est la fin d'une certaine conception, on va dire, baroque du web, avec beaucoup de design, beaucoup de surcharge, et qu'on va peut-être revenir à un web finalement plus sobre et plus accessible, puisque c'est ce qui plaît au moteur de finalement. En gros, pour faire en 2 secondes les contenus, tu as plein d'études qui sont en train d'être faites, et en gros, ils font des tests, tu vois, ils mettent des phrases avec des guillemets au début et à la fin, les IA vont plus le prendre, parce qu'ils se disent c'est une citation, donc je vais reprendre des citations. S'il y a un chiffre dans ta phrase, elle a 20% de chance de plus. Tu vois, j'ai mis un chiffre, ça fait sérieux. L'IA, c'est pareil. En gros, si tu mets des pourcentages, si tu mets des balises métadonnées, enfin, tu mets des trucs en disant ceci est une citation, tu tags tous tes trucs, tu as plus de chances que ça remonte. Donc, c'est un field, c'est un champ d'études qui est en explosion parce que tu as énormément de business qui repose sur les leads que le rapport Internet. Et donc, améliorer son site, c'est un vrai enjeu. Oui. On parle beaucoup moins d'hallucinations qu'à l'époque. Pourtant, elles existent toujours. Elles sont un peu traitées. Elles sont un peu cachées par ce mouvement agentique. En gros, quand Google a lancé les AI Overview, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait plein de trucs en mode si tu veux du calcium, faut manger des pierres. Tu sais, t'avais des milliers de gens qui essayaient de triquer le. Et en fait, t'avais aussi si tu veux que ton cheese colle à ta pizza, mets de la glu. Et en fait, ils ont fait dire plein de merde à Google, et donc parce que ils posaient des questions où il y avait un vide d'informations. Et personne n'a jamais écrit que si tu mangeais des pierres, t'allais avoir plus de calcium. Et donc, quand il y a un vide, l'IA, elle hallucine. Et donc, ce qu'ils ont travaillé, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'IA n'a pas de réponse. Et dans ce cas, ils mettent des barrières, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ils ont énormément travaillé ça pour qu'il y ait le moins possible d'hallucinations, et aussi essayer de taguer tous les sites qui sont des satires, enfin des scams, pour essayer que ça soit le moins repris possible, et mettre des tags de fiabilité à chaque site et à chaque source d'information. Donc aujourd'hui, il y a très très peu d'hallucinations, en tout cas sur AI Overview, parce que c'est leur plus gros enjeu, ce que tu évoques. Je prends une dernière question. Ouais. Tu as parlé du web agentique et du commerce agentique, et entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, le modèle commerce, mais où il y a une discussion entre 2 personnes, je pense à du Vinted, du Le Bon Coin, ou des sites comme ça, comment se positionne un petit peu, comment l'IA se positionne là-dessus, parce que on parlait du fait qu'il y a l'UX et l'UI est voué à disparaître, entre guillemets, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a forcément une interférence humaine aujourd'hui sur des sites comme ça. Comment ça se passe? Ouais, déjà je pense pas que les sites web, en tout cas il faut distinguer 2 choses, les sites web et les apps. Toutes les apps, tu es logué, tu peux discuter, tu peux prendre des actions. Les sites web, c'est de la consommation, c'est un peu la différence entre Web 1 et Web 2. Dans un cas, tu lis, et dans ce cas, si tu lis, en fait, tu pourrais tout consommer dans un agent, alors que sur du Web 2, tu écris, et donc si tu es sur TikTok et que tu veux publier, non, ça sera potentiellement fait par un agent IA, mais... et donc, je pense que sur les Vinted et sur Le Bon Coin, ils seront beaucoup plus protégés de ce truc-là, parce que tu as un besoin de réassurance et de discussion, alors que finalement, si demain tu veux acheter un legging, que tu l'achètes sur tel site, c'est un peu... tu t'en fous. Et donc il y a même des gens qui disent que c'est fini les retailers en ligne, ça va juste être des gens qui font des producteurs en fait, qui vont mettre leur feed à disposition des IA pour avoir le plus petit prix, et donc vendre en direct sans avoir besoin de marketing, sans avoir besoin du X. Donc je pense qu'il faut vraiment distinguer la seconde main et des échanges humains qui vont rester, et juste la vente de produits purs qui là, à mon avis, vont être dans les mains de marketplace, ou pas de marketplace, d'agents. C'est pas du tout clair, puisque même les agents IA, ils vont devoir faire les commandes sur les sites de e-commerce, non? Oui, les agents IA devront faire des commandes sur les sites e-commerce. Du coup, les sites doivent
exister encore pour que les À part si toi, imaginons que tu es un producteur de leggings, ok? Tu le mets sur legging.com, qui est un super plateforme de e-commerce qui vend des leggings. L'agent IA, il va plus du tout sur legging.com. Et toi, tu es un producteur. Est-ce que tu as envie de laisser 10% à legging.com alors que tu pourrais juste mettre ton feed à un prix avec 9% de baisse et être prise par les IA et vendre en direct? Donc tu as vraiment des questions qui se posent sur quel sera le modèle des intermédiaires et est-ce que l'IA va pas être l'unique intermédiaire? Et après, la marketplace peut très bien dire, ok, mais moi, je ne mets pas à disposition mes produits que j'ai sur ma marketplace à l'agent IA, mais l'agent IA aura accès à d'autres marketplaces. Donc en fait, je ne sais pas comment ça va arriver, mais il y a une phrase que j'ai bien aimée de Sundar Pichai qui a dit quand on réduit les frictions utilisateurs, c'est « it's hard to bet against it ». Donc en gros, ce qu'il dit, c'est peu importe l'homme du business model, à la fin, c'est les utilisateurs qui choisiront et tu as envie d'acheter ton legging le moins cher possible et le plus facilement possible. Et donc, c'est ça qui est là. Merci beaucoup.